Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'homme en question. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Nabil Lahlou. Monsieur Lahlou, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur ce plateau. Comme le veut le principe de cette émission, 3 personnes sont là pour tenter de vous cerner, de vous interroger avec moi. Madame Farida Beliazid, cinéaste. Monsieur Mohamed Boualem, cinéaste également, critique de cinéma et actuellement conseiller en communication à la direction des arts au ministère de la Culture. Enfin, notre 3e intervenant, monsieur Mohamed Benouhoud, représente le public cinéphile, docteur en pharmacie. Vous avez eu, pour votre plaisir, quelques expériences en matière d'audiovisuel. Bienvenue sur ce plateau. Merci. 1er janvier 1945, c'est votre date de naissance, Fès pour le lieu, où vous faites vos études secondaires au lycée Moulay Idriss et à l'âge de 18 ans, vous montez à Paris avec l'intention d'y faire des études théâtrales, théâtre auquel vous avez commencé à vous intéresser dès l'âge de 10 ans. Paris donc, vous passez le concours de l'Académie du théâtre, vous échouez. Au conservatoire, vous échouez. Université du Théâtre des Nations, vous en êtes exclu. École Charles Dullin du TNP, là encore exclusion. Alors je m'arrête ici pour vous demander si, après cette série d'échecs, vous ne vous êtes pas remis en question. Si... Disons que j'espère que je vais avoir la moyenne à la fin de cette émission, je le souhaite. Continuons donc sur les grandes lignes de votre parcours. Vous fréquentez assidûment les théâtres parisiens. Et parallèlement, pour subvenir à vos besoins, vous faites une multitude de petits boulots. Nous y reviendrons si vous voulez. Vous passez entre-temps quelques mois à Bruxelles et Stockholm. Et là-bas, première tentative de mise en scène théâtrale. Et c'est à Paris que vous passerez mai 68. C'est là-bas aussi que vous écrirez et jouerez votre première pièce, Les Milliardaires, coup d'envoi d'une carrière théâtrale qui s'étendra sur 10 ans. Vous écrivez 10 pièces, dont Ophélie n'est pas morte, Les Tortues, pour ne citer qu'elles. 10 ans ponctués de longs séjours à Paris, quelques mois en Algérie, une tournée dans le monde arabe. 75, première expérience filmique, c'était avec la RTM. Et là, je vous demanderai quel a été le déclic qui a fait que vous vous êtes intéressé à la pellicule. Je crois que c'était le chômage théâtral, sincèrement. Je ne pouvais plus monter de pièces et je me suis dit, je vais essayer de faire du cinéma. J'ai eu la possibilité de faire ce premier film en 1975 comme ce qu'on appelle une émission pilote, puisque je l'ai fait pour la télévision marocaine. Je me rappelle avoir vidé ma maison de tous ses meubles, et on n'avait pas beaucoup, rassurez-vous. Et nous étions allés au zoo, et nous avons donc tourné ce petit film d'1 heure, d'après une nouvelle de M. Abdelbaj Sahimi, journaliste et écrivain marocain. Ce film, évidemment, a été bloqué pendant 3 ans, et il n'a pu voir le jour, et les téléspectateurs marocains ne l'ont vu que 3 ans plus tard. Et j'en profite pour remercier le ministre qui l'avait autorisé et qui lui-même n'était resté que quelques mois à la tête du département de l'information. Nous continuons si vous voulez bien. 78, votre premier long métrage, Le Khan Foudi. 78-88, 5 films, un tous les 2 ans environ. Un parcours, je dirais, original, aussi particulier que l'image que vous véhiculez. Vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Votre discours est passionné, un peu trop pour certains, vos prises de position courageuses pour d'autres. Provocateur, imprévisible, obstiné, imprévisible et même culotté. Pour vous, aucun moyen n'est à exclure tant qu'il s'agit de faire un film, d'aller jusqu'au bout de son idée. Alors jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Je ne suis pas encore allé, je ne suis pas encore arrivé, ce sont des expériences. Il est vrai que lorsqu'on aime l'art, lorsqu'on aime son métier, lorsqu'on veut mourir pour ce métier, eh bien on est heureux de nous adresser à tous les amis qui nous ouvrent leurs portes, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses. Il faut se bagarrer, voilà. À vous, si vous avez quelques questions, peut-être ? Pas pour le moment. Pas encore. Alors nous allons passer à l'autoportrait que vous avez préparé. Une réponse peut-être à ce portrait, je ne sais pas. Eh bien, je parlerai après l'autoportrait, si vous le voulez bien. D'accord, alors on va le voir tout de suite. Avec plaisir. Nabil Lahlou, c'est vrai. Hugo mort. Je le connais. Mais tu le connais pas. Jaloux, va, toi. Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé avec lui dans un film. Nous étions plusieurs. Nous avons joué des rôles d'aristocrates dans un film que nous n'avons jamais vu. Nous avons enlevé les dialogues. Je me rappelle parfaitement de ça. Hein. Mais est-ce qu'il vous a payé ?
Payer, non, la payer, non, il ne paye jamais, il n'a pas d'argent. Il n'a jamais d'argent et il promet de payer, il ne paye pas. Hé maman, et il y a Nabil Lalou dans le l'homme en question. T'as entendu ce qu'il a dit, Nabil Lalou qui passe dans le l'homme en question? Je déteste ce gars, je le déteste. Jamais vu Nabil Lalou dans le l'homme en question, jamais vu. Alors pourquoi cet autoportrait? Est-ce que vous avez l'impression que personne ne peut parler mieux de vous que vous? Non, Ou loin est-ce de que là. vous avez l'impression d'être Non, mal loin compris? de là, non. Vous savez, vous avez enchaîné cet autoportrait avec le film que j'ai fait en 75. Et en 1975, j'avais fait justement jouer des singes. Et je leur avais donné un dialogue à ces singes. Et j'ai expliqué que ce film était resté 3 ans bloqué. Et moi, je suis toujours fidèle à mes idées, je veux dire à mes souvenirs. Quand on dit idée, on dit passion. Et lorsque j'ai pensé à mon autoportrait, je voulais rendre hommage à ces singes qui avaient tourné dans mon film et que je n'avais pas payé, c'est vrai, parce que je leur avais promis des cacahuètes et je n'avais pas les moyens pour le faire. Mais je voulais absolument avoir ce regard de tendresse sur les singes, comme plus tard d'ailleurs, j'ai fait mon film avec un âne, L'âme qui braie, parce que je pense que les hommes, quand ils, je ne veux pas dire quand ils grandissent, mais les hommes parfois deviennent méchants. Alors moi, je voudrais tout simplement dire avec beaucoup de fierté et de modestie que je ne serai peut-être jamais un homme comme on l'entend. C'est-à-dire que depuis que j'ai atteint la taille de 1,65 m, j'ai compris que je ne grandirai jamais et que je n'atteindrai jamais la grandeur. Alors je suis fier d'être ce que je suis, mais j'ai toujours dans ma tête l'enfance, parce que je trouve que c'est la merveilleuse et fantastique possibilité de vivre, à savoir l'innocence, à travers nos regards, à travers nos yeux. Les hommes, ils font des choses, parfois des bêtises, parfois ils sont fantastiques, mais entre parenthèses, l'humanité a beaucoup évolué grâce aux hommes, mais elle peut aussi disparaître à cause des hommes. Nabil Lalou, on connaît votre affection toute cinématographique pour les animaux. On sait aussi de quelle manière certaines bêtes très douées se moquent des gens qui les enquiquinent. Si votre autoportrait se présentait comme une moquerie, je ne crois pas. À qui serait-elle destinée? À moi-même, dans ce cas-là. Et je l'accepte avec plaisir. Je ne me moque de personne. Je ne me moque de personne. Vous ne payez pas vos acteurs? Pardon? C'est vrai que vous ne payez pas vos acteurs? C'est une particularité signée Nabil Lalou ou c'est propre au cinéma au Maroc? Je crois que pour parler franc, je suis le mieux qui paye les acteurs le mieux au Maroc et tous les acteurs peuvent le dire. Ça, c'est une vérité. Mais je tiens à dire qu'il y a certains acteurs que je n'ai pas payés ou que je n'ai pas totalement payés parce que je n'avais pas assez de moyens et ils n'étaient pas non plus dans le besoin. Mais tous les acteurs marocains qui sont des artistes fantastiques, qui crèvent la faim, qui essayent de vivre, de survivre, qui parfois sont prêts à tout faire parce qu'il faut vivre, il faut manger, il faut faire manger sa famille. Ben cela, jamais je les oublierai. Mais des hommes, et je dirais, mon cher Bnouhoud, vous avez joué dans mon film, je vous ai proposé un cachet de 10 000 dirhams que vous n'avez jamais touché, parce que je sais que vous n'en avez pas besoin, mais je vous paierai, croyez-moi. Le sujet n'est pas là. Non, le sujet n'est pas là. Et je crois que nous développerons un peu plus tout à l'heure sur la condition de l'artiste, sur les moyens de production de vos films. Vous avez cité, avant de terminer, est-ce que je pourrais poser une question toujours sur le portrait de Oui, toujours sur le portrait Lalou. de M. Nabil Lalou. C'est une question qui m'est passée avant d'arriver ici. J'aurais bien voulu savoir ce qu'aurait fait Nabil Lalou si aujourd'hui il n'était pas homme de théâtre et cinéaste. Vos ambitions quand vous étiez jeune, un autre métier. Je n'ai pas d'ambition. J'aurais peut-être pu être, je crois, avocat. Je voulais pas être avocat. Je pensais que avocat, c'était peut-être défendre les êtres humains, mais hélas, même les avocats, ils ne défendent plus. Alors ça devient des hommes d'affaires aussi. Alors ce qui fait que peut-être le théâtre me permet d'être avocat sur scène. Vous avez imaginé professeur de philosophie? Parce Non, que vous jamais. aimez transmettre. Je suis désolé, je n'ai même pas mon bac. Alors voyez-vous, j'ai échoué à tout, vous l'avez remarqué. Vous avez 3 enfants d'un premier mariage. Vous êtes remariés aujourd'hui. Vos enfants, ils ont 22, 20 et 15 ans. Ils sont à Paris, je crois. Je vous propose d'entendre l'un d'entre eux, un témoignage par téléphone, enregistré juste avant cette émission, si on pouvait nous l'envoyer. Il a monté toutes ses pièces par sa volonté, par son courage. Il a eu aussi le courage d'être un homme sans compromission, c'est-à-dire un homme qui refuse l'argent pour le talent,
qui a donc choisi de vivre pleinement son art. Je peux dire que ça se vérifiait aussi à la maison, puisque c'était quand même un personnage qui était difficile d'abord, souvent enfermé dans ses pensées, ou alors très joyeux, très ouvert, mais ouvert en sachant que c'était un peu une façade qui cachait quelque chose. Il a, disons, une façon de voir les choses qui est assez nette et tranchante. Je crois que, en fait, il ne se fie qu'à lui-même. Il n'a pas de référence, il n'a pas d'idole. Il compte sur lui-même, sur son intérieur, et sa puissance vient de lui-même. Voilà ce que je pourrais dire sur lui. En tout cas, je pense bien à lui et j'espère qu'il va continuer et que d'autres gens penseront aussi à faire la même chose, c'est-à-dire à ne pas compter sur les autres, mais à compter sur soi. C'est donc votre fils aîné, Shems, il a 22 ans. Pour lui, vous êtes votre propre modèle. Votre fils parle de puissance, alors moi j'aimerais savoir comment vous faites pour faire le plein d'énergie, justement. Cette puissance, elle vous vient d'où ? Bon, vous excusez cette émotion, Oui, elle est d'abord due à deux choses. Bon, elle est due évidemment à cet enfant que je n'ai pas vu depuis... Et puis je voudrais quand même en profiter. Bon, je vais un petit peu mélanger les termes, ça n'a pas d'importance. Je ne m'attendais pas que ça allait être aussi fort. Bon, alors, disons que... D'abord, je voudrais rendre hommage à ma mère qui m'a mis au monde et qui était une femme honnête et qui nous a formés honnêtement, qui nous a appris tout, l'honnêteté, tout. Une prolétaire. Une prolétaire. Je l'appelle prolétaire. Prolétaire, c'est pas la blouse, prolétaire. Et puis je voudrais rendre hommage à ma première femme qui est la mère de mes enfants. Et puis là, j'ai des larmes parce que hier, ma deuxième femme, qui est la comédienne Sophia Hadi, a perdu sa mère. Alors tout ça, évidemment, ça s'est accumulé, je n'ai pas dormi. Et donc, je rends hommage à toutes ces femmes et je dis « Allah yarhamak Anne-Marie ». Voilà. Alors, excusez-moi, je vais essayer de parler de... Vous avez parlé d'énergie, je crois. En vérité, ce n'est pas de l'énergie, je crois que c'est de la croyance. Quand quelqu'un croit, et peut-être c'est ça l'énergie, c'est la croyance ou la croyance dans l'énergie. Moi, je crois en ce que je fais, parce que, disons que je ne cherche pas à faire pour gagner de l'argent. Peut-être que je suis complètement antimatérialiste, et c'est vrai que je le suis. Quand j'ai de l'argent, je ne sais pas ce qui m'arrive d'en faire. Mais... je crois, quand on a une idée en tête, il faut la réaliser, que ce soit au niveau de l'art, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de tout. Chacun a sa croyance et il faut aller jusqu'au bout, c'est tout. Voilà, excusez-moi, je suis désolé. Mademoiselle Sitaï, si vous permettez, je vais réagir un peu sur le portrait. Je crois qu'on n'a pas encore terminé. Non. Je voudrais réagir un peu sur l'émotion du cinéaste M. Nabil Lahlou. Et il semblerait qu'à travers le portrait que vous avez fait, il y a des termes durs. Et je dirais... Ce ne sont pas des termes durs, ce sont des mots qui sont revenus très souvent. Oui, oui, c'est vrai, c'est la vérité. Dans les rencontres que j'ai pu faire en c'est ce qui laisse cette transparaître. émission, C'est ce qui dans laisse l'entourage proche de M. Nabil Lahlou. Mais Nabil Lahlou est un hérisson au cœur tendre, je dirais, et les personnes qui le connaissent bien, son entourage, savent qu'il a beaucoup de tendresse. Et moi, je trouve qu'il la cache derrière un peu cette agressivité, cette provocation permanente. Et je voulais lui poser une question. Je lui demander pourquoi il n'a jamais fait de film d'amour. Une question qui me vient comme ça, très simplement, en tant que public. Ça va être le prochain. Le prochain. Inch'Allah. Moi, je voudrais revenir sur vos enfants parce que vous les avez prénommés Shems, Assad, Anoual, des prénoms pour le moins rares. Est-ce que c'était par souci d'originalité ? Non, pas du tout, c'est par souvenir. J'ai appelé Shams parce que je l'appelais 15 jours avant sa naissance. Je me rappelle, j'allais à la maison du Maroc, tout le monde me dit alors, ça y est. Et à la fin, j'ai dit oui, il est né, ça fait 15 jours, et je l'ai appelé Shams. Et il n'était pas encore né, c'est 15 jours plus tard qu'il est né. Après, je crois que j'ai appelé ma fille Assad parce que je me suis dit, bon, il y a des généraux, des machins qui s'appellent Assad. J'ai dit pourquoi ça ne serait pas une femme? Alors donc j'ai donné ce nom à ma fille qui est Assad. Et puis Anoual, c'est en souvenir à la grande bataille d'Anoual que j'ai donnée à mon fils qui est très blondiné. Il le sait, il sait qu'il porte le nom de Anoual, qui est une bataille, qui est quelque chose de fantastique dans l'histoire du Maroc, comme toutes les choses fantastiques, voilà. Oui. Alors, votre fils Shems se destine, m'a-t-il dit, il fait des études d'informatique, mais il ne va pas très souvent en cours, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit.
Il souhaite faire une carrière artistique, de la peinture. Alors, est-ce que vous allez l'encourager dans cette voie? Je n'ai pas besoin. C'est lui qui m'encourage de continuer parce que je n'ai jamais... Moi, j'ai Oui, on l'a toujours laissé entendu. mes enfants faire ce qu'ils ont toujours voulu faire parce qu'on n'a pas le droit d'imposer à un enfant ce qu'il faut faire. Déjà, il se découvre lui-même. Bon, on m'a jamais dit... pourquoi tu fais du théâtre? On m'a dit que tu ne mangeras jamais avec le théâtre. Ça, c'est une autre histoire, car on finit toujours par manger grâce au soutien des amis et à tout le monde. Mais non, je laisserai mes enfants faire vraiment ce qu'ils veulent faire, parce que c'est comme ça qu'ils pourront s'accomplir. On ne peut pas imposer. Vous auriez souhaité qu'il fasse du cinéma? Non, non, Non. Et moi, je suis ravi qu'ils fassent de la peinture, parce que je pensais que mes enfants n'allaient pas être artistes. Moi, ma fille, par exemple, qui a 19 ans, elle a écrit 3 romans, elle cherche à les faire éditer. Voilà, bon, mais donc ils se lancent suivant leurs sensations, leur envie de vivre, d'assumer leur vie. Puis voilà. Le petit, là, il aura bientôt 15 ans, je ne sais pas ce qu'il va... Il est dans l'informatique, lui aussi, d'ailleurs. Mais vous savez, l'informatique, je crois que ça mène vers la philosophie ou quelque chose. C'est bizarre, cette histoire d'informatique, parce que c'est étonnant. Ils avaient toujours leur truc d'informatique, l'informatique, et puis d'un coup, plaf, ils ne peuvent plus supporter les maths, ils ne peuvent plus supporter ça, et ils veulent s'ouvrir sur ce qui est humain. Peut-être qu'il faut humaniser l'informatique, peut-être que ça existe, je ne sais rien. Qu'est-ce que ça vous fait? J'aimerais revenir sur votre image, votre look, si je puis me permettre. Vous avez une petite queue de cheval. Qu'est-ce que ça vous fait quand les gens se retournent sur vous dans la rue, soit parce qu'ils vous trouvent un peu original, soit parce qu'ils vous ont reconnu? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça va vous étonner ce que je vais vous dire. Il y a très rarement de personnes qui sont retournées parce que j'ai l'impression que je suis invisible. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai, non, vraiment. Je vous assure que c'est vrai. Bon, il y a des moments où quelqu'un vient vraiment te saluer et bon, il prend deux secondes avant de te dire est-ce que tu es monsieur qui fait du cinéma? Moi, ça me fait plaisir. Je dis oui. Je dis enfin, on me reconnaît dans la rue. Mais vraiment se retourner, vraiment non. Vraiment. Bah, écoutez, moi, je vous propose tout de suite, parce que je suis allée interroger Monsieur Tout-le-Monde dans les rues de Casablanca, je vous propose d'entendre quelques témoignages. Écoutons. Est-ce que vous connaissez Nabil Ahlo? Je connais à travers ces films, 2 ou 3, j'ai vu le Gnfoudi et puis le gouverneur de l'île de Chakarba, quelque chose comme ça. Nabil Ahlo, je peux vous dire, un seul film, Khomeini, à part ça, rien. C'est Nabil Ahlo qui est en question. Nabil Ahlo, c'est d'abord un grand ami de langue depuis Paris. Je suis sûr qu'en voyant les petites choses, il va reconnaître la tête. C'est un garçon qui n'est pas très compris. Parce que d'abord, il a des idées à lui, il est très particulier avec ses idées. Il a sa façon de procéder qui n'est pas celle de tout le monde. Il a son caractère. Je pense que c'est ça qui ne plaît pas beaucoup. Les moyens, il en a un peu plus que les autres parce qu'il a eu la chance d'avoir des amis qui l'ont aidé. Oui, à travers quelques-uns de ses films, mais que malheureusement je n'ai pas vu. Nabil Ahlo, non, je connais pas. Vous connaissez pas Nabil Ahlo? Oui, je connais, Nabil Ahlo, on connaît. Qu'est-ce que vous savez de Nabil Ahlo? Un célèbre cinéaste, Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait comme... réalisateur, le dernier Amok, quelque chose comme ça. Est-ce que vous connaissez Nabil Ahlo? Nabil Ahlo, oui, je l'ai vu travailler des hommes. Ouais. Et je le vois aussi dans la télé. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il fait? J'aime bien ce qu'il fait. Ouais. J'aimerais bien faire comme lui, mais je peux pas. Est-ce que vous connaissez Nabil Ahlo? Nabil Ahlo, j'ai entendu ce nom. Ouais, Je connais pas. c'est un écrivain marocain. J'ai un ami qui s'appelle Nabil Ahlo, mais c'est pas un écrivain. Oui, on le connaît. Qu'est-ce que vous connaissez Nabil Ahlo? On le connaît à travers un certain nombre de films qu'elle a réalisés. Comme comment il s'appelle? Gnfoudi, Khomeini. Mais je vous dis, bon, on a du mal à comprendre ces films. Mais moi aussi, je n'arrive pas à comprendre la finalité ou la mission qu'il va nous transmettre. Quel est le message? Oui, c'est un metteur en scène, c'est ça? Nabil Ahlo, ça vous dit rien? Ah non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Nabil Ahlo? Non, je crois pas. Non. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Nabil Ahlo, de son travail? C'est un garçon extraordinaire, il est courageux, il fait des films. Il a déjà fait 5 films, moi je trouve que c'est extraordinaire. Faire 5 films au Maroc, c'est extraordinaire. Nabil Ahlo, pas du tout. Ça n'évoque rien? Rien du tout. Ça vous arrange pas, ça? Alors nous aurons reconnu au passage Hassan Benjelloun, réalisateur de La Fête des Autres. Et vous, ça vous arrange ou pas?
D'abord, il faut respecter Je suis ravi vraiment de voir que quand même les gens me connaissent. Vraiment, sincèrement, ça me fait plaisir. Plus que vous ne... Non, le vraiment, pensez. parce que j'essaie d'être vraiment le plus discret du monde. D'ailleurs, je ne sais pas, moi, je passe dans la rue comme n'importe quel... Bon, là, je suis peut-être avec un smoking, j'ai l'éclairage sur moi, mais dans ma vie privée, dans ma vie naturelle, je suis naturel, bien sûr, mais dans ma vie normale, je suis dans la rue, je suis dans le souk, je suis chez les mondains, chez tout le monde, j'ai ma vie tout à fait normale. Non, je veux dire par là que c'est fantastique quand même qu'on puisse voir sur 12 personnes, par exemple, la moitié qui a dit oui, la moitié qui a dit non. Et pour moi, c'est ça la démocratie. Voilà, 50-50 à peu près. Puis vous avez remarqué, il y a des gens qui connaissent Nabil Lahloum, qui n'ont pas vu les films. Il y en a d'autres, bon, ça leur dit quelque chose, ça évoque quelque chose, mais bon, sans plus. Et puis il faut dire que vous êtes quelqu'un de très médiatique. Vous savez vous servir des médias, de la presse. Pourtant, vous ne semblez pas beaucoup les porter dans votre cœur, ces journalistes. Certains d'entre eux non plus. Et moi, je vous avouerai quelque chose pour cette émission. Plusieurs grandes signatures de presse écrite m'ont opposé un refus ferme s'agissant de venir ici ce soir. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas venus? Je ne sais pas. Je ne donnerai pas de nom, grande hein. signature, c'est prétentieux. Que ça veut dire grande signature. Quelques-unes. Peut-être que... Non, je veux dire, c'est d'abord grande signature, ça ne veut rien dire. Il faut avoir la modestie de travailler. Non, je voudrais d'abord revenir à M. Hassan Benjelloun, dont j'ai vu le film à Tunis. Et je voudrais qu'il fasse son deuxième film, parce que nous allons avoir avec nous bientôt un nouveau cinéaste qui a du talent. J'espère qu'il sera aidé de tout le cœur. Maintenant, vous savez, c'est quoi le journalisme? Nous n'avons pas ce qu'on appelle un journalisme professionnel, dans la mesure où nous avons ce qu'on appelle celui qui s'occupe de la critique, celui qui s'occupe de cela. Or, en général, la plupart du temps, le journaliste, il est polyvalent, donc il fait beaucoup de choses à la fois. Moi, je me rappelle, par exemple, monsieur, je pense, Zufrlu, qui est très très gentil, a écrit sur Khomeini. Ben, le lendemain, il avait parlé d'un rat écrasé, dans le même journal, je vous assure. Alors, comment peut-on quand même parler de prophète? Maintenant, c'est vrai que des gens se créent dans leur tête des espèces de mythes ou de vedettariat en se disant, moi, j'ai une signature, ben, tant mieux pour eux, très bien, tant mieux. Or, les journalistes, on les respecte, ils n'ont pas besoin... Mais vous n'avez pas toujours été très tendre avec eux au niveau du langage. Alors, je suis désolé, moi, je respecte les journalistes, je respecte les vrais journalistes. Moi, je suis quelqu'un qui est contre ce qu'on appelle le mercenariat. Ça, il n'y a rien à faire. Moi, un journaliste, c'est un homme qui doit être comme moi et je suis comme lui. On a une passion, on a envie de porter quelque chose, on a envie d'écrire, on a envie d'aider. Mais quand il s'agit de mercenariat, je suis désolé. Peut-être que lorsque j'ai un mercenaire devant moi, je lui dis en face. Je m'excuse. Vous ne pouvez quand même pas nier que la presse vous a fait très très souvent la part belle. Toutes les journaux, toutes tendances confondues, vous ont très souvent offert un espace, une tribune. Si bien qu'un de mes amis vous a appelé Nabil Lahloum, cinéaste et homme de lettres. Absolument, mais je m'excuse. Moi, je rends hommage et je remercie tous ces hommes et femmes journalistes qui m'ont soutenu, dont vous êtes, M. Boual, même si vous n'avez pas aimé mes films. Et c'est vrai, ou certains de mes films, et je suis fier de ça. Moi, je vous parle de certains, je m'excuse, le terme pseudo-journaliste, et je ne fréquente pas ces gens-là, je m'excuse. C'est tout ce que je veux dire. Je rends hommage à tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, parce que j'allais les voir, ils me comprenaient. Moi, j'ai jamais eu de ma vie une attachée de presse, je l'aurais jamais. C'est moi qui vais taper aux portes. Quand j'ai sorti Khomeini, je suis allé donc leur dire, faites-moi des carreaux publicitaires, j'ai pas de quoi les payer. Ils m'ont soutenu, à l'opinion. Au matin, non, si vous admettez qu'il y a de bons cinéastes, il y a quand même de très bons journalistes dans ce pays. Mais évidemment, mais je m'excuse, ne confondons pas la question. Mais voulez-vous que je vous cite les journalistes? Je suis prêt à vous les citer, les meilleurs, je vous les cite. Nous ne sommes pas là pour ça. Le problème, voilà. pas là. Non, je ne dénigre pas, je le rends hommage. On a l'impression que vous crachez dans la soupe, alors que très souvent, je crois que la presse... Je ne fais pas allusion. La presse nationale vous a, même lorsqu'elle ne vous a pas encensé, vous a quand même ouvert ses colonnes. Pratiquement tous les journalistes ont rendu compte, soit en bien, soit en mal, de votre travail. Et je pense, à mon sens, ces gens-là n'ont fait que leur travail. Même si, très souvent, ça vous a déplu, je dirais. Mais jamais de la vie, je crois, ne confondons pas les choses. J'ai bien dit que je rends hommage à tous les journalistes, qu'ils aient aimé mes films ou pas. Mais moi, je parle de ceux qui se mettent en tête des grandes signatures, comme elle vient de dire, parce que je suis contre le mot « grand ». Je m'excuse, grande signature. Soyons modestes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils ont eu un peu peur d'engager leur réputation pour vous? Mais moi, je suis inserviable.
Moi, je dialogue. Moi, je ne suis rien. Moi, je suis un petit, je le dis. Venez dialoguer. Venez éclairer le public marocain. Venez lui dire ce qui ne va pas dans le cinéma. C'est à vous de le dire. Si moi, je le dis, on va dire, mais il dénigre tout, il tape sur tout. C'est à vous de venir, vous qui écrivez sur le cinéma, vous, messieurs, qui avez de grandes signatures. Venez. Je pense qu'il y aura un nom en question journaliste, et c'est là peut-être... Bon, je m'excuse, peut-être qu'on m'interprète mal. Moi, je suis désolé, je n'insulte personne, je ne dénigre rien. Je pars du principe que le journalisme, c'est une croyance, et que lorsqu'il se transforme en mercenariat, c'est-à-dire je peux écrire sur toi sans rien voir de toi, en disant du bien ou du mal, je ne crois pas à ce journalisme. Je suis désolé. Voilà. Ben, nous avons vu vos films et nous allons nous les remémorer brièvement, quelques extraits. Tout de suite, donc les extraits de vos 5 films. سيدي الرئيس، أنا إبراهيم بوملفي، الحارس الأول لشركتكم. هل تذكرونني؟ منذ أن ألزموا علي التقاعد وأنا أعيش بدون أجرة لأنهم أضاعوا ملفي. لقد مرت سنة بكاملها دون أن يجدوا ملفي. منذ سنة وأنا أنتظر ملفي وأسرتي. منذ سنة بأكملها وأنا أساسين مكاتب شركتكم. سرواجي 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 سرواجي. Monsieur le Président, que feriez-vous si votre peuple se révoltait? Pom, 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 pom. Pom, pom. Monsieur le Président, la presse étrangère pense que vous n'en avez pas pour longtemps. Et c'est pour cette raison que vous avez mis vos milliards aux USA. Mademoiselle, كتطلبي مني نمثل لك رئيس خيالي. ما كاينش رئيس خيالي، ما كاين غير ديكتاتوريون حقيقيون في بلدان حقيقية. أنا بارك عليا من هاد القشاوج ديال العاشورة. الديكتاتور الوحيد اللي كيعجبني هو شارلي شابلان، وغادي نمثلوكم. Nabil Ahlou, vous êtes le seul, arrêtez-moi si je me trompe, avec Abdellah Msbahi et bientôt Souel Ben Barka, avoir fait 5 films dans un pays où, disons-le, le cinéma en est encore, l'industrie cinématographique plutôt, en est encore assez balbutiement. Alors moi, je voudrais reprendre l'extrait d'une interview que vous avez donnée il y a quelques mois à un magazine. Je vous cite donc: pour voir un film, il faut la protection de Dieu, la grâce de Dieu, le talent offert par Dieu. Quant à l'argent nécessaire pour le trouver, il faut se battre, pleurnicher ou mendier, c'est mon cas. Alors comment vous avez fait par exemple pour trouver l'argent pour financer Comani? Je sais que vous avez vendu des cassettes, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter un peu ça? Comani, c'est le film qui a demandé le plus de moyens. J'ai fait des coffrets de mes 4 premiers films et je voudrais ici en profiter pour remercier tous ceux qui me les ont achetés. Il y en a qui m'ont pris pour 20 000 dirhams, pour 40 000 dirhams, pour 50 000 dirhams et jusqu'à 100 000 dirhams, etc. Donc on a ramassé une grande somme d'argent qu'on a mis dans le film. J'ai contracté 2 prêts bancaires que je n'ai pas encore remboursés. Je voudrais rassurer les banquiers que je le ferai, ça c'est sûr et certain. J'ai aussi reçu d'amis, ce que j'appelle le mécénat, qui m'ont donné de l'argent sans rien en contrepartie. Et puis j'ai reçu en argent 20 millions de centimes d'un monsieur, d'un homme gentil qui croit en l'art. C'est monsieur Adrien Telkes de Nixdorf Computer. Et tout le monde m'a soutenu, j'ai fait ce film, les acteurs étaient merveilleux, ce film a été fait grâce à cette solidarité. Et puis quand même, c'est un film que j'ai fait avec une équipe algérienne, c'était une première expérience entre nos 2 pays sur le plan bien sûr privé. Il est ce qu'il est ce film, il est fait, je pense à un autre. Mais pour revenir à votre question, je pense que si on avait donné les moyens à tous les cinéastes marocains, ils auraient fait des films. Parce qu'en vérité, nous sommes en train de vivre un véritable drame.
je pense sur le plan des cinéastes et des artistes. Vous savez, quand un artiste qui porte en lui l'enfantement d'un projet, il est enceinte, entre guillemets je le dis, de films et de projets, il est quémandeur, il est demandeur, il est mendiant. À la longue, il s'use. À la longue, il n'a plus d'espoir. Il peut sombrer dans la maladie, il peut sombrer dans l'alcool, il peut sombrer dans le désespoir, il peut avoir tout ça à la fois et il ne peut plus créer. Et alors, moi, je dis bravo à tous ceux qui ont fait un film ou deux, ou trois. Moi, j'ai fait 5, parce que je me suis bagarré. Et je suis sûr que mes confrères se sont aussi bagarrés. Peut-être, comme a dit un des... Je pourrais dire des... Justement, je l'ai reconnu. Je me demande même s'il n'est pas pilote à la Royal Air Maroc, je crois. Il est avec moi à Paris. Merci pour la Royal Air Maroc. Je ne sais pas. Non, je dis ça comme ça. Non. Quoi, vous voulez qu'il vous paye? Je vais en parler demain. On leur demandera pas ça. Voilà. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il a dit une chose, c'est qu'effectivement, j'ai beaucoup d'amis qui m'aiment, qui me supportent, qui acceptent de m'aider quand je tape. Mais ils savent que ça, je le mets dans un film. Je ne le mets ni dans ma poche, ni dans une maison, ni rien du tout. Je le mets dans un film. Et en vérité, si j'avais plus d'argent, peut-être que je ferais aussi travailler beaucoup d'artistes, peut-être collaborer avec tous les artistes. Voilà. Pardon, Nabil, je suis un peu mal placée en tant que cinéaste pour poser des questions, car je connais bien les problèmes. Et que c'est vrai que c'est très difficile de dire pourquoi tu n'as pas fait ceci ou pourquoi tu n'as pas fait cela, sachant les difficultés dans lesquelles on travaille. Maintenant, bravo pour avoir fait 5 films. Tous ont quelque chose, c'est toujours Nabil. On reconnaît chaque fois la facture de Nabil à chaque film. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure cinématographique? C'est des grands mots. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, c'est une technique. Hein. Le talent, tu l'as. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Des idées, tu en as. De l'énergie, tout ça. Mais il y a toujours... On retrouve un peu les mêmes défauts hein, dans la structuration, disons. C'est des bons moments avec des temps... Beaucoup de gens disent je ne comprends pas vos films. Je crois que c'est dû à ça, je me trompe peut-être, mais enfin, pourquoi ce refus? Est-ce que c'est pour toi un manque de liberté que d'appliquer une technique? Or, une technique, ça s'apprend, ce n'est pas... je veux dire, c'est un refus d'apprendre ou est-ce que c'est un refus d'utiliser? Qu'est-ce qui se passe? Madame Farida Bliazid, merci d'être venue de Tanger pour moi. Je vous aime beaucoup, je vous aime tout court, vous m'honorez. En vérité, je vais vous dire une chose. Un film, c'est toute une espèce d'entreprise professionnelle. Or, comme moi, je fais mes films, je suis tout seul. Lorsque j'occupe 15 postes dans un film, je ne peux pas donner un bon film, même si moi, au fond de moi-même, je pense qu'il a été honnête, parce que je me suis bagarré. Je n'ai pas les moyens. Le jour où je travaillerai, où on travaillera tous, parce que nous travaillons tous de la même manière, le jour où nous travaillerons dans l'énorme professionnel, peut-être que nous donnerons de grands films bien faits techniquement, mais peut-être qu'ils n'auront pas d'âme. Peut-être qu'ils n'auront pas d'âme. Donc c'est ça, tu as peur de la technique par rapport à... Non, je n'ai pas peur de la technique. La technique, c'est rien du tout, la technique. Je vous assure, ça ne veut rien dire, la technique. Il faut garder son identité. Absolument. Moi, je crois en ce que j'ai fait. Ils sont peut-être maladroits, ils sont ceci. Mais faisons un voyage à travers toute la cinématographie mondiale. Ben, moi, je suis fier parfois de voir que certains films japonais, comme tu connais, qui maintenant ressortent avec leurs défauts et tout, parce que c'est une âme là-dedans, il y a l'âme. S'il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Or, faire un film, James Bond, faisait des milliards. Est-ce qu'il y a une âme dans tout ça? Il y a un divertissement bien fait. Or, nous, pas notre problème, nos préoccupations, c'est d'abord qu'on doit s'adresser à notre public. Il est vrai que j'ai une manière de réaliser qui déroute un peu, mais je suis persuadé que si on veut suivre le film, ça ne déroutera pas. Et ça déroute parce que souvent, et là nous allons sûrement aborder ce problème, les salles au Maroc ne sont pas du tout bien équipées au niveau de la projection et du son.
C'est vrai, nous allons y revenir, mais il y a quand même une certaine complexité, une certaine ambiguïté dans vos films, plusieurs histoires, plusieurs idées qui s'embriquent les unes aux autres. C'est volontaire ou vous avez parlé de la technique, bon, il y a un problème de moyens aussi, mais toutes ces idées comme ça dans un même film, comme si à chaque fois c'était votre dernier film et que vous aviez envie de tout mettre dans ce film. Farida a raison et donc, quand elle dit une maîtrise de la technique. En vérité, ce n'est pas une maîtrise de la technique, mais il a raison dans un certain sens. Parce que c'est une maîtrise, en vérité, de la technique du scénario. Voilà, je parle même pas de technique j'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Je parle des techniques d'écriture, je veux dire de la narration, de l'ellipse, la transition, des petites choses comme ça qui font que le récit est abordable pour le spectateur. Je l'ai compris. C'est pourquoi je vais en revenir donc à ça, parce que c'est très juste. C'est-à-dire que, voilà, vous savez, chacun, il a envie, non pas de laisser des œuvres derrière lui, parce que, comme a dit un grand philosophe, j'ai oublié son nom, il a dit « la gloire, c'est une farce ». Non, ce qui est un petit peu terrible, c'est que nous, en tant que créateurs, ou artistes créateurs avec toute modestie marocains, on a envie de travailler très vite. Et dans un film, du moins, en ce qui me concerne, j'ai envie de mettre beaucoup d'idées et beaucoup de problèmes à la fois. Parce que, vous l'avez très bien dit, j'ai peur de ne pas pouvoir faire un autre film. Comme me dit quelqu'un, ou comme me disent beaucoup de gens, dans ton film, il y a plusieurs films à la fois. Peut-être qu'il faut que j'apprenne justement cette espèce de discipline et de me contenter d'un film. Ils se sont rencontrés, ils sont allés en boîte, ils sont sortis, ils sont allés prendre une glace, ils sont rentrés à la maison, ils ont flirté, après ils sont allés voir les parents, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Peut-être, c'est un bon cinéma. Nabil Hello, s'il vous plaît. Nabil Hello, on a dit ça et là que le cinéma national n'existait pas, qu'il y avait seulement des films marocains. Moi, je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de cinéma national. Je le dis en guise de boutade. Il n'y a pas de cinéma national. Il n'y a même pas de film marocain. Il y a tout simplement des cinéastes. Et je me demande dans quelle mesure le cinéma d'auteur que vous pratiquez dans ce pays n'a pas tué réellement le cinéma. Mon cher, si Mohamed, tu as parfaitement le droit de te poser cette question. Mais je pense que si nous voyons l'expérience, par exemple, qu'a eu le courageux producteur privé, c'est Mohamed Belghaiti, avec Doumou Nadam, qui est un film qui a très bien marché commercialement, qui a très bien marché. C'est-à-dire, il a fait peut-être 100 fois plus d'entrées que mes films. Ben, pour ce producteur, ça n'a pas été suffisant pour reprendre un deuxième film. Parce que le film marocain, en tout cas, il ne pourra jamais rapporter de l'argent, même pas le 1/10 de son prix de revient. Ce n'est pas que nous faisons des films pour l'étranger, loin de là. Mais peut-être qu'un jour l'étranger, quand il aura un regard juste sur nous, il verra qu'il y a des chefs-d'œuvre chez nous. J'en suis convaincu. Je suis convaincu. Mais l'étranger, il a un regard paternaliste sur notre cinéma. Et tant qu'il a ce regard paternaliste, il ne faut pas lui faire les films qui lui plaisent. Parce que souvent, et on le sait, à travers le Maghreb arabe, beaucoup de gens préparent leurs films pour les festivals et tout ça. Moi, j'ai peut-être la prétention, je le dis en toute modestie, mais je dis la prétention, de dire à l'étranger, moi je fais mieux que toi. J'ai cette prétention. Non, mais ce qui est intéressant de savoir, Nabil... Le cinéma n'a pas tué, le cinéma d'auteur ne peut pas tuer le cinéma. Il est en train, au contraire, d'éduquer un public. Parce que ce n'est pas avec la dose du ventre, avec le divertissement et la violence que nous allons faire un public. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais ceci dit, vu qu'il n'y a pas de production, à savoir, quand il y a un film marocain, il y en a un tous les 3 ans, tous les 2 ans. Sauf l'époque où il y a eu presque 2 par an, mais qui étaient faits avec des petits moyens. Donc c'est ça le problème. Vous avez bien, tu as bien posé la question. Nous avons des cinéastes, mais nous voulons un cinéma national. Or, avoir un cinéma national, c'est avoir une production d'un minimum de 30 films par an pour permettre à tout le monde de travailler, les techniciens, les acteurs, les artistes, pour que les gens aient leur dignité en tant qu'artistes, ce qui n'est pas le cas. Non, mais justement, ce que moi je trouve irritant, je le dis, je l'ai déjà dit, chaque fois que j'ai vu un de vos films, j'ai eu l'impression que vous passiez à côté de quelque chose d'essentiel. Et j'ai même dit que vous avez du talent, vous êtes doué, parce que vous êtes doué pour rater des chefs-d'œuvre. C'est vrai que beaucoup de cinéastes ratent des films moyens ou à peine valables. Vous avez le privilège de rater des chefs-d'œuvre. Mais
ce qui est, et je l'ai déjà dit une fois, ce qui est irritant chez les cinéastes de chez nous, c'est qu'ils font preuve d'un amateurisme absolument incroyable, dans la mesure où la plupart du temps, ils ont recours à des non-professionnels pour faire des films qui ont la prétention d'être des films. Et il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est un plaisir d'abord et avant tout pour les yeux et pour l'oreille. Or, la plupart des films qu'on voit n'a absolument rien, ne ressemblent en rien à un film. Et il y a des exemples. Alors moi, est-ce que vous vous êtes interrogé sur la portée de votre discours cinématographique, justement? Qu'est-ce qu'être cinéaste dans un pays qui s'appelle le Maroc, qui est le vôtre et qui est le mien? Je ne me suis jamais posé cette question, je crois, et je ne me la poserai jamais, je crois, sincèrement. Mais pour revenir à ça, vous, enfin toi, excuse-moi, j'adore tutoyer, toi, tu es d'un niveau. Or, lorsque tu trouves que tel film n'a aucune valeur, un autre spectateur d'un autre niveau trouve que c'est un chef-d'œuvre. Vous savez, l'humanité, il y a des inégalités au niveau de la pensée, de tout. Or, on ne peut pas condamner, c'est ça le problème. Le critique, il vient avec des schémas. Et je ne parle pas de toi en tant que critique, loin de là. Et il a un moule dans sa tête, donc il raisonne comme ça. En vérité, le cinéaste, il fait ce qu'il peut. Il a du talent, il a du génie, et il a de la technique, il a ceci. Moi, je ne me pose pas la question du discours cinématographique parce que pour moi, c'est de la théorie. Les théoriciens n'ont jamais su visualiser. Ils ne visualiseront jamais. C'est pourquoi j'ai dit, jamais je ne serai philosophe, parce que les philosophes non plus ne peuvent pas visualiser. Et ça, c'est très important. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure au niveau de la distribution, donner 2 chiffres pour éclairer un peu nos téléspectateurs, dire que de 84 à 88, seulement 2 films marocains ont été distribués, alors que 613 films américains l'ont été, et 285 films français, 2 films donc marocains distribués en 4 ans, c'est pas beaucoup. 3 films plutôt, je crois. 2, de 84 à 88, je n'ai pas le Ah oui, de 88, pardon, parce que moi, le mien, voilà. je l'ai distribué moi-même en 89. Voilà, je m'excuse, je suis désolé. Ben, vous savez, le problème moi, j'ai distribué mon film moi-même, j'ai beaucoup d'amis qui sont distributeurs, que je respecte, qui sont cultivés, qui sont adorables, etc. Mais le problème, c'est que il est arrivé à un moment donné, on vous dit, bon, le festival du cinéma national, et ça a été vraiment le leitmotiv que je trouvais chez tous les distributeurs, a tué le film marocain. Et comment peut-on dire ça? Le festival du cinéma national marocain, c'est-à-dire en 85, le dernier, a tué les films marocains. Non. Bon, ils ont peut-être raison. Non, il faut pas oublier que les distributeurs, qui sont des gens cultivés, je l'ai dit, je le répète, ils amènent des films. C'est des hommes, je ne veux pas dire des marchands, je vais les insulter loin de là. Ce sont des hommes qui font un commerce. Mais moi, je pense quand même qu'il faut avoir une fierté d'être national. Il ne faut pas être un marchand de soupe comme ça. Amenez 400 films, mais aidez à ce qu'il y ait des films marocains et distribuez-les parce qu'on peut s'en sortir. Mettons-nous tous d'accord, tous ensemble, distributeurs, exploitants, cinéastes, et faisons de sorte que nos films aient des moyens et que les gens aillent les vendre à l'étranger parce que c'est comme ça. On vend la tomate marocaine, on vend la tomate tunisienne. Celui qui a plus de bagou vendra la tomate marocaine ou la tomate tunisienne plus. C'est ça, nous avons fait un produit. Parce que les gens qui achètent, c'est pas des... Ils achètent, ils ont besoin d'un produit pour le mettre dans une salle ou pour le mettre dans une télé. C'est peut-être que mes films ne seront pas achetés parce qu'on dira ils sont moches, on ne comprend rien. Mais il faut se battre pour ça. Il faut se donner la main et se battre. C'est vrai que les distributeurs importants de films, on ne va pas leur dire n'importez pas ça. Mais moi, je pense qu'il faut y avoir un quota. Il faut avoir un protectionnisme, même si nous ne faisons qu'un film par an. Il faut avoir peut-être... Moi, je suis scandalisé de voir que les cinéastes, les artistes n'existent pas pour les décideurs, à quelques rares exceptions. Et ça me fait beaucoup de peine. Alors que je pense qu'une nation ne peut vraiment être vraiment forte qu'avec tous ces intellectuels, ces artistes, ces créateurs, etc. Je prendrai le cas de votre chaîne, pour laquelle je suis acquis à 100%. Je suis acquis, je la défendrai parce que vous évoluez. Pour le moment, on vous dit que vous êtes un club vidéo. Mais le jour où il y aura beaucoup de choses, il y aura moins de films, etc. Mais moi, je pense que votre chaîne, qui est internationale, il faut qu'elle soit d'abord nationale. C'est quand elle aura la dimension nationale qu'elle pourra briller sur le plan international. Et j'y crois à ça. Moi, je crois aussi, je ne veux pas me mettre à leur place, que les distributeurs doivent rentrer dans leurs frais. Si je ne parlerai pas de qualité des films marocains, je dirais simplement qu'il faut remplir les salles et que malheureusement les films marocains ne font pas se remplir les salles et qu'il faut gagner de l'argent.
c'est un faux discours, c'est un discours qui n'est pas vrai. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque la profession est respectée, lorsque nous avons des gens ou des distributeurs qui sont en même temps, qui sont cultivés, mais qui ont quand même le sens du cinéma, ils peuvent parfaitement laisser une salle pour passer des films de qualité en essayant de gagner un certain public. C'est une question d'accoutumance. On a dépaysé un public. On avait un public, ce public est parti. On a rempli toutes les salles de Casablanca de 90 films de violence, de karaté, de pseudo-sexe, etc. C'est un autre public qui va au cinéma. Maintenant, si on a le courage de laver les yeux à nouveau des spectateurs, moi je suis prêt pour que l'État, c'est-à-dire le Centre cinématographique marocain, accorde des aides aux distributeurs marocains qui viendront avec de la qualité. Parce que c'est comme ça qu'on pourra imposer un vrai ciné international et défendre aussi nos films. Il est vrai que vous amenez un film marocain fait avec très peu de moyens, qui traite d'une histoire d'amour ou de ceci, et alors que nos télévisions n'arrêtent pas de bombarder avec de grands films, les salles ne passent que de grands films, et le Marocain, il a beau avoir de la tendresse pour le cinéaste marocain, de la fierté pour lui, je parle du spectateur. À la fin, il s'ennuie peut-être. Mais nous ne sommes pas obligés d'imiter les Américains ou les Européens. C'est là où les gens tombent dans le piège. Ah, ils font comme ça, on va faire comme ça. Non, c'est pas vrai. Il faut qu'on ait et qu'on garde notre sensibilité, notre poésie. Et qu'on ne gagne pas d'argent, en tout cas nous, les cinéastes. Maintenant, les distributeurs, il faut qu'ils soient aidés et qu'ils nous ouvrent leurs salles. Les exploitants. Ça, c'est mon point de vue. L'ONCF, organisme marocain, vend des milliers de tickets à des consommateurs marocains, des usagers marocains. Alors moi, je me pose la question de savoir pourquoi les exploitants de salles n'arrivent pas à vendre des milliers de tickets de cinéma à des consommateurs marocains. C'est une question. Oui, absolument. Elle est très simple. Parce que si, par exemple, moi, on me donne une belle salle, et il n'y en a pas à Casablanca. Il n'y en a pas. Il y a de belles salles anciennes. Moi, j'aimerais qu'on réinstalle, comment je pourrais dire, on dirait restaurer, voilà, je cherchais le terme, excusez-moi. Qu'on restaure, par exemple, ces grandes salles magnifiques qui sont à Casablanca, qu'il y ait du velours, qu'il y ait des tapis, qu'il y ait de la lumière partout, et qu'il y ait un film, qu'on fasse un film vidéo avant sur toutes ces salles, et que ce film soit projeté sur un écran chaque fois que les spectateurs arrivent pour qu'ils voient dans quel état étaient les salles et comment elles sont maintenant, et qu'on leur donne de la qualité et qu'on crée la fête à nouveau. Maintenant, dans ces salles-là, nous, en tout cas moi personnellement, et avec mes amis, nous sommes prêts à les taper aux banques, à taper, tenez, achetez-nous pour 1000 places, mais ils vous achèteront tout de suite, mais ils iront dans une belle salle. Moi, je l'ai fait pour Comani. Il y avait 4 ou 5 banques qui étaient prêtes à m'acheter 1000 places chacune. Mais après, quand j'ai vu l'état des sièges, l'état de l'écran, j'ai dit, je ne peux pas. Je vais insulter ces gens-là qui ont accepté de m'aider. Et je vous assure que c'est vrai. Et je pense que si le film est ennuyé, même si la salle est belle, ça va être difficile d'attirer un public dans ces salles. Non, je parle sur le plan marocain. Même sur le plan marocain. Je ne vais quand même pas vendre des billets pour un film américain. Non, je parle de la production sur nationale. le plan marocain, éventuellement. Mais sur le plan marocain, justement, quand on voit des films étrangers, il y a déjà toute une publicité qui est faite d'avance. Oui, la commercialisation de ces... Les films marocains souvent passent, on ne sait même pas qui sont passés. Qui c'est qui doit s'occuper de cette promotion? Est-ce que c'est encore le réalisateur? Hélas, c'est souvent le cas, parce que sinon c'est un petit peu comme dans la presse. Bon, on forme des journalistes. Nous avons un institut de journalisme, comme on a un institut d'art dramatique. Alors, par exemple, vous avez par exemple des tas d'organismes qui n'ont même pas de ce qu'on appelle l'attaché de presse. C'est la moindre des choses d'avoir un attaché de presse, parce que c'est la politesse. La moindre des choses, l'attaché de presse, il se charge beaucoup de choses. Il faudrait qu'il y ait des traditions comme ça. C'est international, c'est tout à fait naturel. La même chose, par exemple, pour l'école qui forme les comédiens. Parfois, ils ne savent pas où aller, alors qu'il y a des possibilités qu'ils trouvent du travail. Et tout ça parce que c'est nous, en tant qu'artistes, ou en tant que cinéastes, ou hommes de théâtre. Si nous avions des possibilités de travailler, tout le monde travaillerait. Or, c'est chaque fois, chacun qui essaie un petit coup. Voilà. Et c'est pas qu'on soit individualiste, loin de là. On a envie tous d'être ensemble. Mais il se trouve qu'on n'a pas les moyens. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir une espèce de local, à la manière des Rotariens, peut-être pas tout à fait, pour que tous les artistes se rencontrent, les comédiens, les metteurs en scène, les scénaristes, qu'on soit ensemble, qu'on s'embrasse, qu'on échange des idées, qu'on prenne un café, qu'on discute. Il n'y a rien de tout ça. Alors, le désespoir, il est au café, il est à ceci, il va dans les productions étrangères avec toute sa valeur, avec tout son passé de comédien, pour faire de la figuration, parce qu'il n'a pas de quoi bouffer. C'est insupportable, c'est insupportable. C'est insupportable.
J'aimerais que nous écoutions, et là on va parler de production, on n'a pas encore beaucoup parlé, j'aimerais que nous écoutions 3 témoignages, 3 personnes du métier, un cinéaste, un comédien qui a travaillé avec vous sur scène, et puis un producteur. Alors je vous propose de les écouter tout de suite. Une pièce de théâtre qui s'appelle Les Tortues, avec plus de 25 comédiens sur scène. Et il a terminé son cycle théâtral avec Chris Matouri tout seul sur scène. Donc à partir de là, il pensait peut-être faire le même itinéraire dans le cinéma. Or, le cinéma, c'est beaucoup plus un travail d'équipe. C'est une industrie. Évidemment, dans son esprit, c'est tourner un film, il faut s'amuser en le tournant. Et autrement, il vaut mieux s'abstenir. C'est un peu sa conception. Mais le cinéma, qui est une écriture différente du théâtre, qui demande la mise en œuvre d'un certain nombre de techniciens, exige peut-être une autre forme d'aborder l'écriture cinématographique. Vous avez vu ces films, mais est-ce que vous les avez aimés? Quels sont pour vous les défauts de ces films ou leur qualité? Est-ce que vous avez aimé ces films? Non, j'aime ces films dans la mesure où, dans notre société, nous sommes en train de perdre tout le sens de l'humour, du comique, du rire. Et dans les films de Nabil Helou, je ris. Moi, je pense qu'il aurait dû... Si je prends Nabil Helou en tant que cinéaste, je peux le voir sous différentes facettes, en tant que scénariste, en tant que dialoguiste, en tant que metteur en scène, en tant que directeur d'acteur. Mais en tant que scénariste, je pense que Nabil Helou est merveilleux. Hein, dans le métier du cinéma, le scénariste. Moi, en tous les cas, je l'aime bien en tant que scénariste de cinéma. Et je considère que ses scénarios, son écriture filmique scénario, se rapproche de sa dramaturgie. Mais en tant que, découpage, montage et tout, bien que je ne suis pas spécialiste, je préfère plutôt Nabil Helou, l'homme de théâtre, le metteur en scène de théâtre, que Nabil Helou, le réalisateur ou le metteur en scène de cinéma. Ça s'est pas fait parce que Nabil est quelqu'un d'extraordinaire dans tout ce qu'il fait. Il est très rapide, ce n'est pas quelqu'un qui dépose un scénario aujourd'hui, qui en reparle dans 6 mois. Et on a commencé à en discuter et Nabil est arrivé un matin dans mon bureau en me disant « ça y est, je tourne dans 15 jours ». C'est pas possible, enfin, je veux dire, il s'agit d'un long métrage, en plus vous avez vu Comani, donc c'est comme une grosse entreprise, c'est pas un film qu'on tourne dans une grande pièce, je veux dire, il y a plusieurs décors, il y a beaucoup de figurations, on ne peut pas préparer ça en 2 semaines. Il m'a dit non, j'ai une équipe d'opérateurs algériens qui sont très bons, je tourne dans 15 jours, j'ai les autorisations, j'ai quelques accords. J'ai dit en 15 jours, je ne peux pas te suivre. Nous reviendrons, si vous voulez, sur les témoignages de messieurs Tezi et Fekak, mais là, j'aimerais m'arrêter sur celui de monsieur Sarim Fassifiri. Dans vos films, vous faites tout, le scénario, la réalisation, le montage, vous jouez aussi, sauf dans Comani. Et puis, vous êtes producteur. Là, vous auriez pu, je crois, dans Comani, vous passer de la production, puisque monsieur Fassifiri s'était proposé pour le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas entendu avec lui? Proposer, ça m'étonne. Non, sincèrement, ça m'étonne. Parce qu'alors là, j'aurais attendu. Non, je crois qu'il s'est peut-être proposé en disant dans 1 an quelque chose. Il a raison, parce que, vous savez, un film, ça demande beaucoup d'argent. Et on ne peut pas, quand on veut le faire de la manière, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas me répéter, professionnelle. Mais voilà, c'est peut-être ça mon défaut. Quand je vois que je vais passer 2 ans à attendre, bon, si j'étais fonctionnaire... Si j'avais des rentes, à la rigueur, je me dis, bon, de toute façon, j'ai de quoi vivre, etc. Excusez-moi, c'est même pas ça ce que je voulais dire. Nabil Helou, on dit que pour faire un bon film, il faut premièrement un bon scénario, deuxièmement un bon scénario, troisièmement un bon scénario. Or, tout le paradoxe chez vous, c'est que vos textes, que je les ai tous lus, sont d'une puissance très rare, d'une force très rare, et ils foisonnent d'idées géniales. Or, quand vous les visualisez, on ne retrouve pas, cette force n'est pas restituée en images. Est-ce que... Je l'ai dit, je voulais faire Comani avec 8 milliards. Le jour où j'ai donné le premier tour de manivelle, j'ai dit, mesdames et messieurs, c'est un film qui devait être fait avec 10 milliards, j'ai 10 millions de centimes en banque et je vais le faire. Voilà.
Et pourtant, le fonds de soutien ne s'y est pas trompé, puisque le fonds d'aide au cinéma, qui était auparavant attribué à des cinéastes producteurs, parce qu'ils sont tous producteurs, les cinéastes, mais actuellement est attribué à un texte, il est attribué au scénario. Oui, mais il ne faut pas oublier que mon scénario a été refusé 2 fois. Quand j'ai fait ce film, je l'ai déposé, mais non plus, on ne m'a pas donné ce que mon film pouvait du moins prétendre pour payer, bien sûr, tout. Enfin bref, on ne va pas parler de ça, parce que ça va faire mesquin de parler argent, tout ça, c'est stupide. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un film, ça demande des moyens. Vous plaignez d'un manque d'argent? Non, mais non, je m'excuse, je veux répondre à ta question. Moi, un film, pour moi, c'est des moyens. Et moi, je dis, si je n'ai pas de moyens, je fais mon film quand même. C'est tout ça me regarde, je ne gagne pas d'argent avec ça, je fais un plaisir pour moi, mais je suis fier. Je suis vraiment fier de voir comment les spectateurs, je dis bien les spectateurs, c'est-à-dire le commun des mortels, intellectuels, adorent mes films. Et c'est ça qui me pousse à continuer à faire des films. Combien d'entrées a fait Kobani? Kobani, il a dû faire 4 entrées le premier jour. Non, je plaisante, je parlais d'Ophélie. Non, c'est vrai, Ophélie, on avait joué devant 2 personnes. Je me rappelle, devant 2 personnes. Et le deuxième jour, devant 4 personnes. Non, je pense que je vais vous dire une chose. Kobani a fait exactement, dans les 2 salles de Casablanca, un total de 9000 dirhams de recettes. Pour moi, ma part. Voilà. Quel genre d'institution pourrait vous convenir? Je n'ai jamais dit ça, je m'excuse. Je crois qu'il faut quand même... C'est comme des films. On dit on n'a rien compris. C'est parce qu'on n'écoute pas mes films, on ne les regarde pas. J'ai dit que j'ai refusé les montants parce que je les ai trouvés. Je n'ai jamais parlé des personnes, moi. Je m'excuse. C'est la commission qui vous a attribué. Écoutez, je n'ai pas dit cette commission. Hein. J'ai dit je refuse ce montant, c'est tout. J'ai le droit quand même. Tu es mon ami et tu me donnes une orange, je dis non, je la veux pas. Et tu restes mon ami. Abdallah avait également refusé la sienne, je crois. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis ravi d'avoir payé une partie. Non, ce que je veux dire tout simplement, c'est que on ne renie pas les gens. Vous savez, le CCM, depuis qu'il existe, tantôt il essaye de produire, tantôt. Moi, ce que je regrette, sincèrement, pour la situation actuelle du CCM, pour parler d'une manière très simple et très honnête, il faut que tous les cinéastes se donnent la main et travaillent ensemble. Et le CCM est responsable de tout ça. Parce que le CCM, si ça l'arrange, il ouvre les portes à tout le monde. Moi, par exemple, quand on me dit tous les moyens sont allés dans les prestations, les moyens techniques, que possède le CCM, tu ne peux pas trouver un trépied ou une caméra parce que, tiens, telle société étrangère est venue filmer, elle avait besoin d'une caméra pour faire peut-être un plan de quoi que ce soit. Moi, j'estime qu'il faut d'abord penser national et aider les artistes nationaux. Moi, je pense que le CCM, l'actuel CCM, et je parle en général de la direction, je ne parle pas des techniciens, je ne parle pas des petits fonctionnaires qui, eux, les pauvres, ne peuvent rien faire, il faut qu'ils prennent une décision pour promouvoir le cinéma marocain, pour coproduire et pour se battre. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que si moi je dois dire la vérité, ce que je pense, j'estime que l'actuel directeur du CCM, depuis sa nomination, voilà ce que je dis et je le répète, et je ne mens pas parce que c'est la vérité. Alors on veut qu'il y ait des hommes pour nous aider à avoir un bon cinéma et pour travailler. Voilà. On ne peut pas dire valablement qu'il n'a rien fait, puisqu'il a promulgué pas mal de textes qui sont en faveur du cinéma, et notamment le fonds d'aide Nouvelle Formule, dont il s'est débarrassé subtilement, habilement et intelligemment en le plaçant sous la tutelle directe, exclusive des professionnels du cinéma. Et alors qu'avant on vous donnait 20 millions de centimes, maintenant certains cinéastes ont eu sur la présentation d'un scénario 150 millions de centimes. Comme Fergab et qu'il le méritait. Ce que je veux dire, vous me dites, il a fait. Bien sûr, c'était notre ami. Et j'espère qu'un jour, il sera toujours notre ami. Mais toutes ces propositions, il ne faut pas oublier que c'est la Chambre des producteurs qui les a proposées. Je suis absolument désolé, parce que nous, depuis que nous nous réunissions en tant que cinéastes, nous ne faisions que proposer. Et dernièrement, depuis le 7 mai, le président de notre Chambre a envoyé une lettre à M. le ministre de l'Information pour lui montrer et démontrer par cette lettre que beaucoup de choses ne vont pas. Comment peut-on admettre que monsieur le directeur du CCM soit jugé parti? C'est-à-dire, il dirige un CCM et en même temps, grâce à sa société Daouliz et à d'autres sociétés satellites, il prend les marchés et tout ce qui vient au niveau de la prestation de services. Il a peut-être le droit de le faire, mais qu'ils ne prennent pas tout. Je suis absolument désolé, il y a un respect des choses. Moi, je ne ferai jamais de prestation de service de toute façon. Ça ne m'intéresse pas. Mais j'estime qu'il y a des gens, comme ils le disent, qui sont faits pour ça. C'est-à-dire faits pour ça parce que c'est aussi leur passion, parce qu'ils veulent faire des choses. Bien que souvent, certaines productions
étrangères ont beaucoup nui à l'image du Maroc. Qu'on ne nous raconte pas de blagues, qu'on ne dise pas ça rapporte tant de vie, c'est du baratin, c'est du vent, c'est du mensonge. Et on a dit de vous la forme des gens. Pardon? Penses-tu que c'est la forme des gens et que ça peut donner des structures Ça demande un autre débat, ça ne peut pas former les gens. Vous savez, je vais vous dire une chose. Mon film, Khanfoudi, a été fait par un simple caméraman qui n'a jamais étudié, qui n'a pas de diplôme. Et ce caméraman, c'est Zanati. Il aurait pu continuer à faire de l'image. Il est maintenant dans le magasin pour essuyer les projecteurs. Et lorsqu'il a été invité par M. Souhail Ben Barka, qui faisait la bataille des Trois Rois, pour travailler chez lui, il transportait le trépied. Pendant que les étrangers italiens, russes étaient en train de faire les maîtres et de filmer, etc. Alors que voilà, pourquoi? Parce qu'il est fonctionnaire. C'est-à-dire qu'il a peur d'une hiérarchie, il a peur d'être exclu. Voilà la différence finalement entre le privé, dans un certain sens, parce que moi je suis pour le privé. Le privé, en tout cas, quand il est intelligent, le gars du privé, il te regarde, il dit, ce gars-là il est ambitieux, mais avec lui je vais gagner. Le fonctionnaire, quand il te regarde, il dit, ce gars-là il est ambitieux, il risque de prendre ma place. Mais Nabil Helou, on a dit de vous, et je trouve ça surprenant que vous avez été de toutes les situations, de tous les clans, et donc, par la force des choses, vous avez été un des grands bénéficiaires de l'aide, de l'aide que le CCM attribue à certains Je suis bénéficiaire parce que j'ai fait 5 films, c'est tout. C'est tout. Mais je m'excuse, j'ai déjà écrit un article sur ça. Et je vais vous dire, je suis celui qui a eu les primes les plus dérisoires. Je suis celui, et je veux le dire cette fois-ci sans prétention, qu'on ait compris mes films ou pas, je suis celui parmi ceux du Maroc qui ont fait les meilleurs films. Ça, je le dis avec fierté. On est quelques-uns à avoir fait les meilleurs films. Et mes films, quand ils sont à l'étranger, eh ben, les gens sont heureux de voir que le Maroc a fait ça. Maintenant, voilà, parce que je me suis énervé. Mais je reviens à ce que j'ai dit. J'ai toujours eu de mauvaises primes. Je m'excuse à C. Mohamed. Ça n'enlève rien à votre Non, non, le problème n'est pas là. Je veux dire, lorsqu'on donne des primes de 50 millions, moi, j'aimerais qu'on donne à tout le monde. Qu'on donne 50 millions à des gens dont le film ne sort même pas. C'est injuste. Il faut donner les moyens à ceux qui doivent faire ce cinéma et permettre à notre pays de travailler dans le cinéma. C'est tout. J'aimerais, s'il vous plaît, et nous restons avec le CCM, hein, vous vous êtes adressé lors d'une intervention que nous allons voir tout de suite, une intervention un peu particulière, une conférence de presse. Vous avez fait une intervention un peu particulière lors de laquelle vous vous adressiez à M. Souhail Ben Barka qui était dans la salle. J'aimerais que nous vous écoutions. Ce que je souhaite, c'est que les films de bonne qualité, qui sont des films français en général, il y en a d'autres qui sont japonais, il y en a d'autres de toutes les nationalités, puissent bénéficier d'une aide de distribution comme c'est le cas chez vous en France. Je ne veux pas que ce soit la France qui nous donne ça, mais que ce soit le Maroc qui donne ça. C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons arriver à avoir dans notre pays une bonne distribution. Il est primordial aussi que le Centre cinématographique marocain s'oppose à toute cette série de films B, Z, X, Y, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, qui sont d'une méchanceté visuelle et je dirais même au niveau social. Il faut absolument, et je le dis franchement, interdire ce genre de films. Comment un artiste, un créateur qui a eu lui-même beaucoup de mal à s'imposer, à imposer son travail, peut-il parler d'interdire un travail quel qu'il soit? C'est vrai, c'est vrai. Moi qui suis pour la liberté d'expression, mais je crois qu'il ne faut pas... Vous savez, je vais vous dire une chose. Le CCM, il a ce qu'on appelle un... Je suis contre la censure de toute façon, mais il y a un visa de contrôle. Alors, c'est quoi un visa de contrôle? Vous appelez un film avec des scènes de nus. Il faut appeler un chat un chat. Il y a quand même une certaine vulgarité assez provocante dans vos films. Laquelle, par exemple, laquelle je ne citerai que... Je n'ai jamais été vulgaire dans mes films, que Komani. Je parle de vulgarité non pas visuelle, verbale, mais verbale, assez forte parfois. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème parce qu'il ne faut pas confondre lorsque les gens dans la rue ou dans leur vie privée utilisent ce langage et dès qu'ils le voient sur scène, ils le refusent parce qu'ils sont eux-mêmes surpris. Ça, c'est un autre problème. Non, ce que je veux dire, je ne veux pas interdire. J'estime que nous n'avons pas 10 000 salles au Maroc, nous avons 250 salles dans tout le Maroc. Nous avons à Casablanca peut-être 40 ou 50 salles, sur lesquelles il y a peut-être 3 ou 4 ou 5 ou 6 qui sont encore potables. Je ne parle pas de ces petites salles de la Corniche où on voit très mal, mais qui sont très bien, propres, avec de beaux fauteuils, avec un écran parfait. Mais on voit très mal les films, on a l'impression d'être devant une grande télé. Je ne parle pas de ça, mais qui sont
indispensable aussi comme ça, absolument. Non, j'estime que quand même, nous avons un public, c'est vrai, il y a du chômage, il y a ceci. Alors si on dit à ce public-là, tiens, voilà du karaté, voilà du sexe, voilà ceci, voilà cela, je suis désolé. C'était peut-être pas le mot, je retire ce que j'ai dit, interdire en vérité. Mais je pourrais peut-être dire un autre mot. Il faut que les distributeurs refusent d'acheter ce genre de film. Voilà. Écoutez, on arrive pratiquement à la fin de cette émission et moi j'aimerais, pour terminer, avant de vous donner le dernier mot, peut-être une dernière question à nos invités, que nous rendions hommage à un grand monsieur du cinéma disparu il y a quelques semaines, quelqu'un que vous avez connu. La mort, écriviez-vous sur lui au moment de sa disparition, la mort qui tombe amoureuse de lui en 1984 à la sortie de son film Le coiffeur du quartier des pauvres. La mort aura attendu 6 ans avant que le mariage ne se réalise. Hommage posthume, Mohamed El-Ghem nous a quittés à l'âge de 48 ans. Nous venons de voir un extrait, l'extrait d'un document qui sera diffusé demain soir à 19h30 sur notre antenne. Mohamed El-Ghem a laissé un scénario, son dernier projet, Mémoire d'exil. Est-ce que vous seriez prêt, vous êtes proposé pour le faire, est-ce que vous seriez prêt à donner vie à ce scénario ? Non, je ne me suis pas proposé parce que je n'ai pas vous la êtes proposé prétention. dans un papier que vous avez J'ai écrit. dit qu'il faut lui rendre hommage en réalisant son film. Et là, je vais vous dire une chose. Lorsque Souheil Ben Barka a eu un accident de brûlure en Guinée, je suis allé à la radio tout de suite dire il faut qu'on termine le film de Souheil Ben Barka. Vous savez, l'amitié, le travail, je suis pour. Mais quand on commence vraiment les intérêts, ceci, moi, je me retire gentiment. Je ne mélange jamais ça. Si Mohamed Allah yarhamou, c'est vrai qu'il repose en paix. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse tous travailler et lui rendre hommage, mais qu'on ne devienne pas tous des si Mohamed El-Ghem, je veux dire sur le plan de notre santé. Parce que je dis, on tombe dans le désespoir. On tombe vraiment dans le désespoir. Et je voudrais que les artistes marocains, tous, artistes, comédiens, metteurs en scène, cinéastes, musiciens, aient la grande dignité de se sentir tout. Voilà. Je voudrais tout simplement dire que lorsqu'on voit le monde actuellement qui peut exploser en une fraction de seconde, je voudrais dire une belle phrase. Cette phrase, c'est « Je préfère un bouquet de fleurs à un bataillon de chars ». C'est le roi du Maroc qui a dit ça, et je vous remercie beaucoup. Le temps qui nous a été imparti est pratiquement écoulé. Alors, si vous voulez une question, peut-être très brièvement la réponse, Nabil Ahlou. Ce que je voudrais dire, moi, quand j'ai dit que Nabil Ahlou ratait des chefs-d'œuvre, alors que les gens ratent des films ordinaires, je voulais le dire en guise d'hommage. Et je suis absolument convaincu que Nabil a l'étoffe d'un cinéaste. Il a même l'étoffe d'un grand cinéaste. Il a le mérite d'être un homme de son temps. Il a le mérite de prendre position sur tout ce qui intéresse le cinéma. Alors moi, la dernière question que je lui pose, est-ce qu'il va se décider à nous raconter une histoire au lieu de nous raconter des histoires? Je ne fais qu'apprendre. Je te promets que je m'appliquerai la prochaine fois et merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. J'enchaîne en disant, Nabil, c'est à Hollywood on t'appelle, on te dit voilà un contrat mirifique pour faire un film, mais à condition que tu deviennes américain et en suivant les normes hollywoodiennes. Qu'est-ce que tu ferais? Vous savez, j'ai été invité en 1984 par les Américains pour aller faire un tour là-bas de 3 mois. Ils invitaient des gens et ils m'avaient fait remplir, je me rappelle parfaitement, un circulaire. Et on m'avait dit justement, qu'attendez-vous de l'Amérique? J'ai dit que l'Amérique s'arrête de prendre pour le nombril du monde. Et je n'ai pas voyagé. Non, j'irai là-bas si je peux avoir un billet d'avion, si j'ai le temps pour apprendre, pour voir. Mais je crois qu'il faut avoir sa propre dimension. En étant national, on sera formidable sur le plan international, et j'y crois. Et on doit se battre. Je voudrais remercier tous ces amis qui sont venus là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Nabil Ahlou, votre carrière est remplie et torturée, de films avec des idées torturées. Le public marocain sait, et votre entourage surtout, sait que vous êtes un personnage rempli d'humour. À quand un film humoristique pour le public qui a envie de rire? Tous ces films, il y avait de l'humour, il faut les voir, il faut avoir l'envie de les voir. Il faut pas... Tous mes films, il y a de l'humour, vous pouvez rire, vous pouvez trouver tout. Essayez d'avoir le courage de les voir.
Le problème, c'est que souvent les gens ne voient pas et parlent. Il faut apprendre à aimer un film et le voir. Ça viendra. Nous sommes en train de nous assagir tous. Encore mille merci à tous ceux qui sont venus, aussi bien vos amis que les miens. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Nabil Lahloub. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.